Les voitures de luxe actuelles sont très chères, pleines de plastique et semblent bas de gamme. En plus, on ne peut plus les bricoler soi-même. Pour 20 000 $, ou le prix d'une Honda Civic neuve ou légèrement utilisée, tu peux s'offrir l'un de ces 9 magnifiques véhicules de luxe qui ne sont pas seulement abordables, ils sont aussi fiables et tu peux même bricoler la plupart toi-même. Reste avec moi, je te donne la liste des meilleures voitures de luxe à moins de 15 000 $. Allons-y. Hier, j'étais justement dans une concession Mercedes-Benz en train de regarder un peu en attendant des pièces pour ma voiture et j'ai vu ce tout nouveau Mercedes GLB. C'est leur petit SUV d'entrée de gamme, vraiment compact, basique. Et oui, 50 000 $. J'étais abasourdi. Je n'arrivais pas à croire à quel point ces voitures sont devenues chères. En voyant le prix, j'ai failli tomber, ce qui m'a poussé à raconter cette histoire. Cela m'amène au premier point. Le premier véhicule de ma liste est une marque dont j'ai eu plusieurs modèles. BMW ou Vide mon portefeuille ou tout autre acronyme que vous préférez. Mais soyons honnêtes, tous les modèles ne sont pas des catastrophes. À la place, la génération E90, E91, E92 de la série 3, mais plus précisément la BMW 328. Elle provient d'une génération entre 2007 et 2011 à l'époque où ils utilisaient encore un moteur 6 cylindres en ligne atmosphérique appelé N52. Tout le monde sait que c'est l'un de leurs moteurs les plus fiables. Et il y a quelques raisons clés pour lesquelles il figure sur cette liste. Il n'y a pas de turbocompresseur, il n'a pas d'injection directe. Il y a moins de chaleur sous le capot pour abîmer ses plastiques. Il n'y a pas non plus de pompe à carburant haute pression susceptible de tomber en panne, comme sur la 335 que je possédais et pour laquelle j'ai payé cher. Maintenant, même si ces voitures ne sont pas parfaites, et aucune voiture ne l'est jamais, le fait est que c'est un produit bien plus simple pour BMW que tout ce qu'on a vu depuis. Malheureusement, depuis cette génération, on ne voit plus que des 328 et 330 avec des moteurs 2 litres turbo, le 6 cylindres en ligne ayant disparu. Cela reflétait la simplicité du véhicule, facile à entretenir, d'une douceur incroyable, et vraiment le dernier de son genre. Un bel exemplaire bien entretenu se trouve généralement entre 8 et 15 000 $, ce qui veut dire qu'il rentre parfaitement dans ton budget. Boîte auto ou manuel, à chacun son choix. Perso, j'adore passer les vitesses, comme beaucoup, mais pour ceux coincés dans les bouchons, je comprends. Devine quoi? Tu as une boîte automatique à 6 vitesses, tu as le meilleur des deux mondes. D'après ma propre expérience, et beaucoup d'autres l'ont aussi admis ouvertement, c'est probablement ce qui se rapproche le plus du niveau de fiabilité de Toyota sans pour autant conduire un réfrigérateur. Ces voitures, elles sont très amusantes et fiables. Tu peux aussi apprécier faire un peu d'entretien. Il y a quelques points à surveiller, surtout les systèmes de refroidissement et les conduites. Les plastiques n'en finissent par se détériorer comme sur tout véhicule. Tu pourrais voir une fuite de liquide de refroidissement. Les pompes à eau sont électriques. C'est un défaut fréquent, mais bien plus grave sur la 335 avec le moteur N54, 6 cylindres en ligne biturbo. Il faut absolument l'éviter. C'est celle que j'ai possédée et je le regrette encore aujourd'hui. Mais si tu choisis une version atmosphérique, comme une 328 ou une 330, tu vas profiter d'une voiture avec un 6 cylindres en ligne atmosphérique, une pompe à eau électrique et un thermostat aussi, qui peut éventuellement être un point de défaillance. Les petites fuites d'huile des joints de cache-culbuteur ou de carter sont souvent faciles à réparer soi-même dans son allée, comme je l'ai fait avec beaucoup de mes pièces. Le joint du boîtier de filtre à huile est aussi un point de défaillance courant, et je l'ai remplacé sur ma 335, mais sur la 328, ça peut aussi être un point de défaillance potentiel. Changer cette pièce n'est pas très compliqué. Prévoyez quelques heures et environ 20 $ pour les pièces, et vous pourrez le faire vous-même. Les démarreurs, freins et pneus peuvent lâcher après de nombreux kilomètres, car ce sont des entretiens courants. Vous avez aussi des éléments comme les cylinder blocs de suspension et d'autres composants à l'intérieur de la suspension. Dès que vous commencez à avoir un peu trop de jeu à l'avant, ou que vous entendez un petit bruit de claquement en tournant, cela peut être le signe qu'il est temps de remplacer ces pièces. Ce ne sont pas des pièces qui tombent souvent en panne, mais dès que vous atteignez les 200 000 ou 230 000 km, ou probablement entre 120 000 et 140 000 miles, vous allez commencer à remplacer certaines de ces pièces. Achetez-le à quelqu'un qui aime ce véhicule. Achetez-le à quelqu'un qui en a pris soin. Il a beaucoup de bons dossiers d'entretien. Les vidanges d'huile ont toujours été faites et toutes les pièces principales remplacées. Cherchez un peu de ces éclaboussures blanches sous le capot pour vous assurer qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement qui gicle partout, car c'est un signe que des fuites de liquide de refroidissement sont imminentes ou même déjà présentes. Et en plus de ça, assurez-vous de bien regarder autour, cherchez des fuites d'huile et vérifiez qu'elles roulent droit. Mais au final, si elles roulent bien aujourd'hui, il y a de bonnes chances qu'elles continuent de fonctionner pour vous pendant de nombreuses années. Gardez l'entretien de base à jour, comme je l'ai constaté au fil des années avec beaucoup de mes BMW. Si vous prenez soin des réparations, elle continuera à très bien vous servir.
La BMW E90, 91 et 92 génération de la 328, c'est vraiment un cheval de trait et ultra fiable pour moins de 15 000 $. Peut-être que vous ne voulez pas de BMW. Peut-être que vous voulez une Mercedes-Benz, l'étoile à 3 branches. Nous en voulions une aussi. En fait, nous en avons possédé quelques-unes dans notre vie. Certaines sont bien meilleures que d'autres. Donc, il n'y en a pas deux qui sont exactement identiques. Et la meilleure Mercedes-Benz que je peux proposer pour une fiabilité maximale, c'est la E350, la génération W212 de 2012 à 2013. Elle est équipée du moteur M276, un V6 atmosphérique de 3,5 litres qui développe 302 chevaux et environ 270 livres-pieds de couple. Il a une chaîne de distribution et possède l'injection directe. Et vraiment, d'après mon expérience, celle des personnes que je connais et d'un mécanicien bien placé que je connais, il dit que c'est probablement la Mercedes-Benz moderne, la plus fiable que vous puissiez trouver. Oubliez tous ces vieux diesels d'autrefois. Elles étaient formidables, mais sont toutes abîmées maintenant. Au Canada et aux États-Unis, surtout dans la ceinture de sel, elles sont sûrement déjà rongées par la corrosion. C'est un modèle récent, parmi mes préférés. Elles ont une superbe allure. Maintenant, les premiers V6 de 3,5 litres d'environ 2010 à 2011 avec le moteur M272 étaient aussi assez fiables. Ils étaient un peu moins puissants. Ils développaient entre 250 et 275 chevaux dans cette gamme, mais les modèles plus anciens, de 2008 ou 2009, il vaut mieux les éviter comme la peste à cause des problèmes de l'arbre d'équilibrage. Donc, n'allez pas trop loin en arrière avec cette génération. Et tous les V6 3,5 litres chez Mercedes ne sont pas identiques. Restez donc sur les générations plus récentes, les 2012 et 2013, et vous serez tranquille. L'avantage, c'est que la transmission est aussi une boîte automatique à convertisseur de couple sept-G-tronique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas cette saleté de CVT qu'on retrouve chez beaucoup de constructeurs aujourd'hui. Oui, c'est un de leurs modèles les plus fiables, mais il faut l'entretenir. À noter, à 50 000 miles, soit 70 000 à 80 000 km, il faut faire les vidanges et remplacer le liquide à l'intérieur. Si tu fais ça, tu n'auras pas de problème. Je vais évoquer les principaux problèmes possibles, comme le blocage de direction ou la panne de l'ESL. Cela peut coûter 1 000 voire 2 000 $ à réparer. Défaillance du collecteur d'admission, 750 000, 200 peut-être, 1 500 $. Les joints du refroidisseur d'huile peuvent fuir avec un fort kilométrage et coûter entre 1 000 et 1 500 $. Les cils en bloc de suspension avant coûtent aussi entre 1 000 et 1 500 $. Les soucis de plaques conductrices de transmission, souvent évoqués sur les forums, coûtent entre 100 et 2 500 $. Mais ce n'est pas si fréquent. Les gens en discutent, surtout. Ça fait effectivement du bruit, mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui devrait t'inquiéter. Fais simplement l'entretien de ces transmissions et tout ira bien. Et la suspension pneumatique est un autre point de défaillance important, surtout sur les E550 avec le système Airmatic, bien sûr, c'est la suspension à air, et c'est l'un des modèles que j'éviterai absolument. C'est pourquoi je pense que la E350 est le meilleur choix pour toi. Évite la suspension pneumatique, la E250 GDI et les soucis de turbo-diesel. Bien sûr, évite aussi ces 550 avec la suspension pneumatique. Éloigne-toi des voitures qui ont un historique d'entretien négligé ou pas d'historique du tout. Ne l'achète pas sans l'avoir vu directement aux enchères. Tu risques de le payer très cher. Attention aussi aux sous-châssis arrière sur ces voitures. Dans les climats neigeux et salés, la rouille peut apparaître autour du sous-châssis arrière. Alors assure-toi que c'est une voiture propre et en bon état et prends bien le temps de l'examiner par en dessous. Fais aussi appel à un mécanicien pour une inspection avant achat afin de vérifier tout ça pour toi. Mais ne confonds pas cette E350 avec la E350 Bluetech Diesel, parce que ça c'est une toute autre histoire et c'est un moteur que j'éviterai probablement. Personnellement, j'aime les diesels. Je l'ai adoré dans notre X535D, mais en général j'éviterai les diesels. Aujourd'hui, avec tous les EGR, DPF et toutes les autres saletés liées aux émissions que ces constructeurs continuent d'ajouter. Parce qu'il y a des pannes de DF et de SCR, les coûts du système AdBlue, les capteurs NOx, les pannes de DPF. Et j'ai eu ça aussi. Le DEF, notre liquide, était dans un réservoir chauffé, mais même là, il peut tomber en panne, geler, devenir un bloc de glace et finir par une panne majeure. Même BMW a ajouté une garantie prolongée. Mercedes, ils vont avoir les mêmes problèmes par grand froid. Encore une fois, restez avec le E350 essence parce que si vous prenez certains des 550 ou des moteurs plus gros, vous risquez d'avoir la suspension Airmatic. Les blocs d'air, le compresseur, les jambes de force pneumatiques et les conduites vont vous coûter cher au final. Chaque coin peut coûter entre 1 500 et 2 000 $ et cela arrive tous les 3 ou 4 ans. C'est un gouffre financier d'acheter une ancienne version avec la suspension Airmatic. Préférez la E350 avec des finitions basiques, vous serez tranquille. Excellente voiture. Vous vous demandez si 15 000 $ suffisent pour une Lexus ? Oui, c'est possible, vous avez de la chance.
Ça ne vous donne pas le tout dernier modèle, mais ça vous permet d'avoir l'un de leurs moteurs les plus éprouvés dans une Lexus ES 350 de 2008 à 2011. Assurez-vous simplement qu'elle dispose d'un historique d'entretien complet de la part des anciens propriétaires, qu'elle n'a pas changé de main 6 ou 7 fois. Privilégiez un modèle avec moins de 160 000 km. Faites attention aux vidanges de la boîte de vitesse. Vérifiez qu'elles ont bien été effectuées. Et encore une fois, faites faire une bonne inspection avant l'achat pour vérifier la présence de rouille en dessous, car elles peuvent corroder. Donc dans les régions où il y a du sel, de la neige, c'est vraiment un point à surveiller. Je veux dire, notre Toyota tient bien le coup. Mais nous avons mis un film de protection de peinture dessus et nous la gardons vraiment très propre. Nous rinçons le dessous de caisse chaque semaine, pendant la saison froide, pour éviter toute accumulation de sel. Mais beaucoup de ces Toyota et Lexus ne sont pas aussi robustes que les BMW ou d'autres modèles réputés pour la prévention de la corrosion, et leur protection contre la rouille n'est clairement pas la meilleure. Malheureusement, c'est aussi le cas ici. Donc si vous voulez une Lexus, sachez-le. L'avantage, elle propose certains des moteurs les plus fiables, comme le 2GR FEV6, 3,5 L. C'est plus simple que la LS car ses suspensions sont plus souples et classiques, avec un peu moins de technologie. Ce véhicule plus léger coûte généralement moins cher à entretenir sur le long terme. Et comme il est plus simple, il coûtera moins cher que le GX et la LS, deux modèles haut de gamme de la même génération. Il offre une excellente économie de carburant. Il reste tout de même assez luxueux avec un toit ouvrant, un intérieur en cuir et toutes les options électriques possibles et imaginables. C'est un véhicule tellement magnifique, mais il y a une telle disponibilité de pièces et il peut parcourir 300 000, 400 000, voire 500 000 miles si vous prenez soin de ses voitures. Maintenant, le V6 2GR FE de 3,5 litres développe environ 272 chevaux et environ 254 livres-pieds de couple. Il dispose d'une boîte automatique à 6 vitesses avec convertisseur de couple, transmettant surtout la puissance aux roues avant. La transmission désignée U660E est en fait une unité assez fiable, et même plus fiable que les nouvelles boîtes à 8 vitesses haut. Comme dit, c'est surtout une traction avant avec moteur en position transversale. L'inconvénient, c'est qu'avec le V6, 3 bougies d'allumage et un capteur d'oxygène sont à l'arrière, près de la cloison pare-feu. L'entretien peut être un peu délicat et incertain avec certains de ces véhicules, mais ce n'est pas la fin du monde. Il suffit d'un bon mécanicien ou de retrousser vos manches, de prendre quelques heures pour l'entretien, et vous y arriverez. Avec la chaîne de distribution qui entraîne le système, vous n'avez pas à vous soucier des courroies de distribution ou de l'entretien, comme sur beaucoup de produits qu'on trouve du côté d'Acura. Et un 0 à 100 en 6 secondes et demie signifie qu'il est en fait assez vif. Ces voitures consomment aussi environ 9 à 11 litres au 100 km, où vous approchez les 30 miles par gallon, pas mal pour une grande berline de luxe. Mais attention, ce véhicule de luxe d'occasion est ancien et peut avoir des soucis d'entretien comme le carter de distribution ou des fuites d'huile. Regardez cette fumée. Parfois, qu'en ouvrant le capot, une odeur d'huile brûlée peut se dégager à cause d'une fuite d'huile sur les collecteurs d'échappement, souvent due au carter de distribution. Cette réparation est coûteuse. Cela demande pas mal de main-d'œuvre pour régler ce problème, mais c'est relativement mineur dans l'ensemble en termes de gravité. C'est juste que ça va empirer. Ça commence à fuir, ça commence à brûler, et ça s'aggrave progressivement avec le temps. Donc soyez simplement prêts à cela. Et une bonne inspection avant achat permettra de détecter, pardonnez le jeu de mots, si vous avez ces problèmes. Le tableau de bord qui fond, un vrai désespoir entre 2007 et 2009, commence à ressembler à des oursons en gélatine, à se fissurer ou à devenir mou, ce qui n'est vraiment pas inspirant. Et c'est un peu le côté bon marché de tout ça. Je veux dire, c'est le grand public. C'était la proposition de valeur que Toyota et Lexus offraient à l'époque. Il y aura toujours quelque chose qui semblera un peu moins cher, et c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Les pompes à eau tombent aussi souvent en panne entre 150 000 et 220 000 km, c'est juste quelque chose à garder en tête. Si vous commencez à voir le niveau de votre liquide de refroidissement baisser, ou si vous remarquez une petite flaque en dessous qui devient blanche après quelques jours, cela pourrait bien être votre pompe à eau. C'est un problème courant. Des hésitations de la boîte de vitesse. Nous savons que cela semble être un problème courant avec certains modèles Toyota et Lexus. Encore une fois, assurez-vous de vérifier qu'il n'y a pas de glissement important ou de secousse, c'est un problème. De plus, les suspensions semblent te poser problème. D'après mon expérience, même sur notre Toyota, les pièces te paraissent un peu légères. Je veux dire, si vous regardez la suspension d'une BMW ou d'une Porsche, vous allez remarquer une différence significative par rapport à celle d'une Toyota ou d'une Lexus. Cela dit, quand elles cassent et qu'elles s'usent, les bagues et les rotules, les bras de suspension inférieurs et les pièces de ce genre, quand elles finissent par lâcher, elles ne vont pas vous coûter un bras et 3 jambes et demie. Elles seront assez abordables. Maintenant, en 4e position, c'est une Mercedes, c'est exact. J'aurais dû suivre mes propres conseils, mais j'ai acheté une W205 PA, la meilleure de la génération, avec un 4 cylindres turbo que nous avons. Revenez à la génération précédente, la W204.
C'est l'une des meilleures avec le V6 M272, c'est un V6 de 3 litres plein de fougue qui va continuer à rouler sans problème. C'est une injection indirecte multipoint, éliminant les soucis de dépôt de carbone. Ce moteur atmosphérique développe tout de même 228 chevaux, donc c'est à peu près la même puissance que mes 242 chevaux, mais moi je dois gérer toutes les histoires de turbo et d'injection directe qui vont avec la W205. Elles étaient alors dotées d'une boîte automatique à 5 vitesses très fiable ou d'une à 7 vitesses, presque aussi fiable. Abordons des problèmes comme le verrou électronique de direction ESL et la corrosion du sous-châssis arrière, sujet fréquent de discussion. Les supports moteurs sont connus pour poser problème à 150 000 km, soit 90 000 miles, soyez donc vigilants à ce kilométrage. Vous tournez le volant et vous entendez un clac ou un bruit sourd. Vous entendez ce bruit, ou même en accélérant, et vous entendrez ce moteur qui monte en régime. Un bruit de claquement à l'accélération peut indiquer un souci avec certains supports moteurs. Soyez vigilants. Un bon mécanicien et une inspection avant achat peuvent détecter ce problème. Pensez aussi aux chaînes de distribution, capteurs de Villebrequin. J'ai aussi eu un problème de capteur de Villebrequin sur notre ancien ML500. Ce n'est pas une pièce chère, mais c'est un souci fréquent. Je ne sais pas si c'est la source ou le fournisseur, mais nous avons eu le même souci avec notre capteur de Villebrequin. La platine conductrice de la boîte de vitesse est aussi un problème à surveiller sur ces modèles. Et à peu près tout le monde, tous les passionnés du secteur, disent en gros que c'est comme un char, construit comme un char Sherman, solide comme un taureau. C'est l'une des rares Mercedes vraiment conçues pour durer. Mais ne confondez pas la génération C300 W204 avec la C250, car c'est un système complètement différent et ce n'est pas celui que je recommanderais. Ces modèles présentaient des soucis de chaîne de distribution, de turbo, d'encrassement liés à l'injection directe et des coûts d'entretien et de réparation élevés. Comme dit, restez sur ce que vous connaissez. Et la C300 de la W204 est littéralement l'un de ces véhicules construits comme à la bonne vieille époque. Malheureusement, aujourd'hui, dans les nouvelles générations, elles ne sont plus fabriquées comme ça. Plus personne ne fabrique de voitures fiables à injection indirecte, avec boîtes automatiques robustes et sur lesquelles on peut intervenir. Avec les voitures modernes et les constructeurs qui bloquent l'accès par des verrous de numéros de série, c'est très frustrant. Ces modèles sont donc une vraie bouffée d'air frais. Si pour vous les voitures sont plus qu'un simple moyen de transport et que vous souhaitez rejoindre une communauté qui se soucie réellement du plaisir. Expérience de conduite chez Exotic Car Play Place, obtenez vos articles ici, cliquez sur le lien et partez. Le numéro 5 vient d'une marque que je possédais avant. J'ai vendu cette voiture que j'adorais, c'était l'une des meilleures que j'ai eues. Elle était fiable et, bon sang, c'était une voiture magnifique. On parle de Jaguar. J'avais la F-Type R. Maintenant, on ne peut plus en trouver à moins de 15 000 €, mais on peut trouver une XK d'une génération précédente, la X150 avec le moteur V8 de 4,2 litres. Évitez la 5 litres. La première génération de ce moteur 5 litres était très problématique. Pour la fiabilité, je recommanderais fortement une version de 2007 à 2009 avec le V8 4,2 litres. La plus fiable est la version atmosphérique. Si vous voulez la version suralimentée, elle reste fiable, mais l'entretien coûte bien plus cher. Il y a le conduit d'admission, un ressort, diverses pièces, des conduites de refroidissement et l'accès à l'entretien de base est compliqué par le compresseur. Une grande raison de cette fiabilité, c'est le AG V8 de 4,2 litres de Jaguar, ainsi que la boîte automatique Zeta à 6 vitesses, réputée indestructible. Cela fait que cette combinaison est presque inédite, même pour Jaguar. Beaucoup pensent qu'il faut un mécanicien et toutes les blagues associées. Pourtant, ma F-Type R était fiable, et celles-ci le sont davantage. Si vous vouliez la version 5 litres, l'inconvénient était surtout les défaillances de l'ordre de la chaîne de distribution, qui cassaient souvent avec d'autres problèmes de fiabilité. Le chez-pipe et les fuites de liquide de refroidissement posaient un vrai problème pour les moteurs 5 litres 100. Soyons honnêtes, le 4,2 n'a pas les mêmes soucis d'entretien, sans suspension pneumatique pouvant tomber en panne et avec bien moins d'électronique qu'aujourd'hui. La carrosserie en aluminium ne rouille pas, c'est un grand avantage. De plus, les groupes motopropulseurs sont fiables car ils existent depuis longtemps. Il commence à dater, mais il est assez fiable parce qu'il a été éprouvé. Donc c'est vraiment un excellent moteur à choisir. Et encore une fois, cette boîte automatique, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. La propulsion arrière permet d'abattre le 0 à 60 miles à l'heure en 5,8 secondes. C'est vraiment rapide. La consommation varie de 13 à environ 9 litres au 100 km. Franchement, rien à redire à ce niveau de performance. Et la carrosserie est essentiellement en aluminium. C'est ça. Pas de rouille, bien fabriqué. La seule chose un peu tieuse, c'est qu'en cas de collision, là ça devient cher. Trouver un carrossier capable de faire des réparations en aluminium correctes, ça coûte un peu plus, mais c'est une excellente voiture. Mais je ne cherche pas la reconnaissance, et je ne suis pas non plus un fanatique de la marque. Alors voilà quelques-uns des points clés auxquels vous pouvez vous attendre avec ces voitures.
Le vase d'expansion du liquide de refroidissement se fissure souvent, provoquant des fuites. Soyez vigilants. Si ce voyant s'allume sur votre tableau de bord, arrêtez-vous immédiatement. Coupez le moteur tout de suite. Parmi les autres problèmes courants, on trouve l'usure de la suspension à cause du poids important de la voiture. Vous pourriez entendre des bruits de claquement. Vous pourriez aussi avoir une direction floue et une tenue de cap incertaine. Vous pourriez constater une usure irrégulière de vos pneus, ce qui pourrait indiquer un problème d'alignement. Faites donc attention à ces problèmes de suspension, cela pourrait valoir la peine d'y remédier. Si vous achetez à un autre propriétaire, vérifiez l'entretien de la suspension. Prévoir les réparations éventuelles dans le prix d'achat. Et les problèmes électroniques en sont aussi des soucis auxquels vous pourriez être confrontés. Même avec moins d'électronique que les Jag modernes, certains soucis électriques peuvent survenir, comme les capteurs de stationnement, les modules de vitres ou des bugs d'infodivertissement. J'ai eu certains de ces problèmes même sur ma F-Type plus récente, mais il faut savoir qu'une batterie faible va causer beaucoup de ces soucis. C'est vrai pour beaucoup de véhicules modernes, où tout dépend des capteurs. Et vous savez, je viens d'un milieu électrique, et je peux vous dire tout de suite qu'une déviation de tension, même de seulement 0,2 ou 0,3 volts, suffit parfois à passer sous un seuil critique. Et maintenant, tout à coup, toute votre électronique se met à faire n'importe quoi. Donc, avoir une batterie AGM de qualité sous le capot va vraiment contribuer à maintenir cette fiabilité au top. Il faut noter que des soucis de transmission peuvent toucher le système mécatronique, les manchons, un liquide jamais changé ou des passages de vitesse brusques, signe d'une transmission défaillante. En plus de ça, évitez les modèles de 2010 à 2012. Le moteur 5 litres peut avoir des soucis de chaîne de distribution, de tuyauterie et des fuites de liquide de refroidissement, moins visibles sur les 4,2. J'avais une génération plus récente. J'avais une F-Type R 2018 assez robuste, mais même ces modèles étaient bien connus pour les fuites de liquide de refroidissement aux tuyaux anti-arinte et aux vases d'expansion, ainsi que pour les soucis d'injecteurs directs et de pompes à carburant. Bien sûr, même les sondes lambda posaient un problème et le différentiel arrière tombait aussi souvent en panne. Elles ne sont donc pas exemptes de soucis. Veillez à l'entretien. Achetez-la à quelqu'un qui a vraiment pris soin de la voiture, pas lors d'une vente aux enchères bâclées. Vous pourriez ainsi avoir une superbe Jaguar récente, agréable à conduire durant des années. Le numéro 6 est une Infiniti incroyable. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais si vous aimez la marque, les moteurs vécus sont vraiment indestructibles. Vous savez, l'ancienne voiture, la voiture de Grand, la M37 ou même la Q70, elles ont toutes les deux le V6 3,7 litres atmosphérique qui est absolument indestructible. Il y a des raisons pour lesquelles c'est fiable. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de boîte CVT, il n'y a pas de moteur à compression variable. Il n'y a pas d'injection directe pour créer des dépôts de carbone, mais plutôt, il utilise le moteur VQ37 VHR, un V6 3,7 litres atmosphériques à double arbre à cames en tête. Il développe 330 chevaux et environ 270 livres-pieds de couple, alimenté par une injection multipoint, calée par une chaîne et il monte jusqu'à 7500 tours par minute en zone rouge. Toute cette puissance alimente la propulsion arrière ou la transmission intégrale sur la plateforme X-Series. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à passer outre l'image de voitures de vieux. Mais soyons honnêtes, c'est essentiellement la même plateforme que celle que l'on retrouve dans la G37 et même la Nissan 370Z. Maintenant, elle a une transmission Jadgo, mais pas cette CVT de mauvaise qualité. C'est une automatique à convertisseur de couple à 7 vitesses, la RE-Sept R01A avec mode de conduite et palette au volant. Cette transmission Jadgo à 7 vitesses est bien plus fiable que les CVT, mais elle n'aime pas non plus être maltraitée. Elle n'apprécie pas les passages de vitesse agressifs à répétition. Ce n'est pas une Ferrari, c'est essentiellement une Nissan. Des propriétaires notent des passages brusques entre la 3e et la 4e vitesse, des retards de changement et des bizarreries liées à l'apprentissage adaptatif sur ces transmissions. Mais en dehors de ça, c'est un ensemble assez robuste. Maintenant, les premiers VQ37 sont très fiables. Et examinons certains des domaines, malheureusement, où ils passent à côté, comme le problème du joint de galerie, où ils ont utilisé un joint en papier qui pouvait même fuir à l'intérieur. Les modèles de l'année 2012 méritent vraiment d'être mentionnés. Vous avez une faible pression d'huile, un bruit de chaîne de distribution. Et dans le pire des cas, si cela dure trop longtemps, cela peut entraîner une défaillance catastrophique du moteur. Après 2012, ils ont corrigé cela en ajoutant un joint avec support métallique, ce qui a résolu tous ces problèmes. Si vous achetez une M37, choisissez un modèle post-2012 pour éviter ces problèmes. Assurez-vous d'avoir un historique d'entretien prouvant la mise à jour effectuée. La transmission était brutale, avec de mauvais passages, des comportements étranges et imprécis, des soucis de boîte de transfert, bruit, délai, comportements bizarres, et des grincements sur certains modèles, mais cela concerne vraiment seulement les versions à transmission intégrale. Et puis, il y a aussi les pannes électroniques classiques, rien d'inhabituel.
Toute voiture vieillissante aura des soucis comme des actionneurs de verrouillage, panne d'ampli stéréo, moteur de siège électrique ou batterie faible. Comme je l'ai dit, n'importe quelle voiture récente va commencer à afficher toutes sortes de codes étranges et de petits problèmes, et celle-ci ne fait pas exception. Certains moteurs vécus avec un kilométrage élevé commencent à consommer un peu d'huile, mais il faut noter que ce n'est pas catastrophique. Il suffit d'en rajouter de temps en temps et vous êtes tranquille. Mais les meilleurs à acheter sont les M37 de 2012 à 2013. Vous avez une plateforme bien aboutie, donc vous l'achetez probablement à un vieux monsieur comme moi. C'est une plateforme solide. Elle possède le nouveau jeu de joint, la plus faible dépréciation. Les Q70 de 2014-2015 avec le moteur 3,7 sont aussi un excellent choix. Vous devriez commencer à éviter les moteurs turbo-WC des modèles plus récents. Ceux-ci sont vraiment les derniers représentants d'une espèce en voie de disparition. Les voitures à éviter seraient la Q50 Red Sport 400. Vous risquez des pannes de turbo. Le Quick60 avec ses boîtes CVT de mauvaise qualité, ou les boîtes à effet élastique dont j'aime toujours parler. L'Infiniti JX35 à cause des premiers problèmes de CVT. Et bien sûr les G37 à fort kilométrage qui ont été modifiés. En général, elles finissent par brûler de l'huile, fuir et ne sont pas vraiment choyées. Donc au final, prenez une M37 ou une Q70 de 2012 ou 2013 avec un faible kilométrage et là vous êtes sûr d'être tranquille. Numéro 7, c'est une excellente option. Acura, la marque haut de gamme de Honda. Ce n'est guère plus qu'une Honda Civic, mais la TSX est une excellente petite voiture. De 2010 à 2013, la TSX était équipée d'un moteur atmosphérique 4 cylindres de 2,4 litres. Pas de turbo, pas de boîte CVT, pas d'injection multipointe, pas d'injection directe, et en plus elle a une boîte automatique à 5 vitesses. Tout en elle respire la fiabilité, la longévité. Elles sont fiables à 100% et elles ont même assez de puissance pour les rendre amusantes. Elles ont une chaîne de distribution, alors que Honda alternait entre courroie et chaîne, mais ici ce n'est pas une courroie, c'est une chaîne. La fiabilité éprouvée de la famille Honda K24, c'est indéniable. L'abondance de pièces détachées et la disponibilité de ces véhicules à moins de 15 000 $, il n'y a vraiment pas de pénurie. Vous avez de nombreux choix, mais choisissez-en un bien entretenu avec un kilométrage raisonnable pour une longévité maximale. Voici le K24Z3, le moteur 4 cylindres atmosphérique de 2,4 litres associé à une boîte automatique à 5 vitesses ou à une boîte manuelle à 6 vitesses, ce qui serait mon choix personnel. 200 chevaux. 170 livres-pieds de couple, c'est parfait. Chaîne de distribution, 8 à 9 litres au 100 km, ce qui veut dire que vous ferez entre 30 et 35 miles par gallon. Maintenant, il faut du carburant super et avec le prix actuel de l'essence, ça peut être un souci, mais ces moteurs sont assez économiques, donc c'est moins problématique. À kilométrage élevé, certains modèles présentent une consommation d'huile, des fuites de direction assistées et une usure de suspension, causant des bruits ou une usure irrégulière des pneus, des problèmes fréquents sur tout véhicule qui commence à afficher un fort kilométrage. Au final, c'est le dernier représentant d'une espèce en voie de disparition. Boîtes automatiques simples à convertisseur de couple ou transmission manuelle, moteur atmosphérique 4 cylindres en ligne, économes, qui prennent bien leur tour et durables. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas aimer ? C'est un véhicule de luxe sportif, petit, presque sous-compact, d'Acura, qui est probablement l'un des meilleurs qu'ils aient jamais fabriqué. Est-ce simple ? Est-ce basique ? Oui pour les deux, mais tu trouveras souvent ce modèle à moins de 15 000 $. Les 8 et 9 sont tous deux de Lexus, je vais tout te dire. Le premier est la LS 430. Elle est équipée d'un moteur V8 3UZFE de 4,3 litres. Elle développe 290 chevaux avec une boîte automatique à 5 ou 6 vitesses selon l'année. Et c'est une propulsion. Et ce sont littéralement parmi les voitures les plus fiables que tu puisses trouver qu'on puisse trouver. Pourquoi elles ne sont pas plus haut dans le classement ? Parce qu'elles vieillissent, elles prennent de l'âge. La rouille est un problème dans les régions où on utilise du sel sur les routes. La disponibilité des pièces et la suspension pneumatique rendent certaines pièces problématiques et coûteuses. Elles vieillissent aussi, ce qui peut décourager leur choix. L'électronique tombe en panne, la suspension pneumatique pose problème. Avec l'âge, la crémaillère de direction et la boîte de vitesse peuvent aussi être défaillantes. L'usure des bras et éléments de suspension, ainsi que des freins, peut survenir. Cylindres blocs et rotules posent problème en vieillissant, comme sur toute voiture. Attention à la corrosion. Rien ne ruine une voiture plus vite que la rouille. Et en 9e position, il y a une autre Lexus que vous pouvez trouver, mais vous devez vous assurer qu'elle a été bien entretenue, soignée, avec des propriétaires attentionnés, qu'elle n'est pas pleine de rouille et de corrosion, qu'elle a été bien suivie, car il y a beaucoup de pièces coûteuses. Mais cela dit, c'est un vieux SUV de luxe fiable à l'ancienne qui va littéralement durer pour toujours. Assurez-vous simplement que certains de ces points problématiques ont été réglés sur la Lexus GX 470, un SUV absolument redoutable et fiable. J'adore ces véhicules.
Elle est équipée du V8 atmosphérique de 4,7 litres appelé 2UZFE Fi8, 235 chevaux, boîte automatique à 5 vitesses, transmission intégrale permanente sur une plateforme de camion, rien de moins. C'est une construction à châssis séparé. Ce véhicule est adapté à tous les terrains et usages. Seul bémol, la rouille, surtout au Canada et dans le nord des États-Unis, où il commencera à corroder. Il a une consommation de carburant horrible, des pièces de suspension coûteuses quand elles commencent à tomber en panne, les systèmes d'injection d'air secondaire, oui, ça coûte cher, et des bruits de claquements dans la chaîne de transmission. Cela vient avec l'âge, mais ce moteur V8 est littéralement conçu pour durer 300, 400, 500, voire 600 000 miles facilement. Il suffit de bien faire l'entretien. Donc s'il n'a pas de rouille et que vous en trouvez un sans rouille, ça vaut vraiment le coup de le garder. Mais si vous vous demandez pourquoi les BMW d'occasion, les Mercedes d'occasion et les Jaguars d'occasion sont si bon marché, tout cela va répondre à votre question. Si vous envisagez d'acheter l'une d'elles d'occasion, cela répondra à vos questions. À très bientôt, on se reparle. Au revoir.